Bonjour à tous et à toutes. Ravi de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle saison 2024-2025 et une présentation sous forme de webinaire, comme l'année dernière, sur le foot à 8 et notamment les U10 U11. Vous présenter le fonctionnement, le calendrier et puis pas mal d'informations utiles pour vous et vos clubs sur le déroulé de la saison. Alors, sans plus attendre, vous rappeler que avec Alexis et Laurent, on est tous les jours, tous les trois, au district avec chacun ses missions. Donc, vous rappelez que moi, je suis en charge des U6 jusqu'au U11 et le festival U13, seulement le festival U13. La partie championnat U13, c'est Laurent qui s'en occupe. Et puis Alexis, qui est en charge du football féminin et des nouvelles pratiques. Voilà, cela ne change pas. On sera certainement épaulé dans les semaines qui arrivent par deux apprentis qui viendront nous donner un coup de main avec Alexis, notamment sur le foot des jeunes, le foot des petits, et puis le foot féminin et nouvelles pratiques. On vous les présentera ultérieurement. Voilà. Vous rappelez également que votre club a dû recevoir, comme l'année dernière, un lien à remplir, la cartographie, afin que nous on puisse établir des cartographies, notamment pour recenser l'ensemble des coordonnées des responsables de catégorie de chaque club. Derrière, l'objectif, c'est qu'on puisse vous renvoyer un document fini à tous les éducateurs mentionnés dans ce Google Form avec sur chaque point de la carte un club. Et quand on clique sur ce point de carte de club, l'ensemble des coordonnées des éducateurs, des responsables de catégorie de chaque club avec son numéro de téléphone et son adresse mail. Voilà. Ça vous servira à la fois aussi pour éventuellement organiser des matchs amicaux, des rencontres des interclubs, pouvoir également préparer vos matchs du week-end en fonction des différents ou une interrogation sur un lieu, la surface du terrain, un horaire éventuellement, et puis aussi pour préparer vos tournois de mi-saison, de fin de saison, afin d'inviter un maximum de personnes identifiées selon vos choix. Donc, merci de vous rapprocher de votre club, savoir si cela a été fait, sachant qu'aujourd'hui, environ une vingtaine de clubs, donc un peu moins d'un tiers, un quart des clubs, pas tout à fait, ont déjà répondu à ce document-là. Donc, merci de vous rapprocher. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dirai si cela a été fait par votre club. Sans plus tarder également, je vous présente le calendrier de la nouvelle saison. Sur la partie gauche, ici, vous pouvez voir la première phase qui attaquera le 21 septembre pour vous sur la rentrée du foot ou un match amical, sachant que depuis quelques années, je ne cadre plus, j'allais dire, n'organise plus quelque chose d'imposé et de directif sur la rentrée du foot, que ce soit souvent U7, U9 et U11, car selon le niveau d'organisation et le nombre d'arrivées des enfants, et en fonction des licences, certains ne sont pas au même niveau, c'est-à-dire au même niveau, pas de pratique, mais niveau d'organisation et la capacité à être prêt à participer tout de suite à des rencontres organisées par le district. Donc, on va en parler juste après, un petit peu plus loin sur la rentrée du foot, le fonctionnement que je vous propose. Il sera identique à l'année dernière. Ce que vous pouvez voir sur le calendrier, c'est que sur la première phase, il y aura J1, J2, J3, J4, J5. Donc, vous imaginez bien que on sera sur des poules de 6 sur la première phase. Et à cette poule de 6, où il y aura un seul match par journée, s'ajoutent deux dates de challenge. Voilà, la coupe challenge du 11, comme habituellement. Ou sur ces deux dates de challenge, le 12 octobre et le 23 novembre, toutes les équipes inscrites participeront aux deux tours, puisque au premier tour, quand on est même éliminé, on participe au challenge consolante le 23 novembre. Voilà. On vous laisse tranquille sur les vacances scolaires. Et il y a aussi deux dates de match remis, soit sur des intempéries ou des problématiques d'effectifs, etc., soit sur aussi en fonction du challenge. S'il n'y a pas un challenge qui n'a pas pu avoir lieu, notamment le deuxième tour, puisque sur le premier tour, on laisse quand même des dates libres entre le challenge premier tour et la J3, notamment pendant les vacances. Surtout pour le challenge deuxième tour, on aura l'occasion, pourquoi pas, de le remettre sur ces deux dates-là. Voilà. Avec un objectif, c'est qu'au 14 décembre, toutes les équipes aient au moins effectué 5 matchs de critérium U11, plus deux triangulaires ou quadrangulaires en fonction du nombre d'inscrits sur les challenges.
Voilà. Et puis sur la deuxième phase, vous voyez que là, on basculera sur une poule de 10 avec des matchs simples, aller. Il n'y aura pas de match retour. Ce sera poule de 10 sur 9 journées avec un troisième tour de challenge. Là, bah, toutes les équipes ne joueront pas, mais ce seront surtout les équipes qualifiées au troisième tour du challenge principal et de la challenge consolante. Et puis les finales de challenge qui sont prévues le 17 mai pour 8 équipes en challenge départemental et 8 équipes en challenge consolante. La petite nouveauté, c'est que jusqu'à l'année dernière, on était sur 3 niveaux d'engagement, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Aujourd'hui, j'ai pris la décision avec quelques membres de commission d'ouvrir un quatrième niveau. Voilà, on s'est rendu compte que le niveau 3 accueillait des équipes qui étaient soit vraiment d'un niveau très débutant, des U9 qui étaient pas assez confirmées, et donc on a pris la décision d'ouvrir un quatrième niveau, ce qui va permettre à des équipes qui ne savaient pas trop où se positionner, d'intégrer ce niveau-là, d'attendre, au lieu d'éviter d'attendre peut-être la deuxième partie de saison avant de s'engager, de se mettre en niveau 4 pour, enfin, l'objectif, il est clair, hein. L'objectif, quand on fait les poules, c'est que derrière, moi, l'objectif, il est qu'il y ait des scores le plus homogènes possible. Voilà. Des poules réussies et un système de niveau réussi, d'engagement de niveau réussi, c'est quand les scores sont les plus homogènes possibles. Voilà, donc jusqu'au 8 septembre, on pourra un tout petit peu déborder pour les cas exceptionnels, mais vraiment exceptionnels. Mais essayez au maximum d'engager vos équipes, puisque derrière, tout changement va impacter Florence au niveau du secrétariat des compétitions, puisque vous savez que quand on vous fait des desiderata, vos clubs font des desiderata, des souhaits. euh, Cela impacte sur les alternances et les jumelages avec les équipes U13, U15, U18, puisque certains demandent à ce que les U11 1 jouent en même temps que les U11 3, se déplacent en même temps que les U13, pour ne pas mobiliser trop de dirigeants sur tous les week-ends. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'engager scrupuleusement vos équipes sur les 4 niveaux jusqu'à cette date-là. Je sais que ça peut faire un petit peu court, mais derrière, si on veut commencer pour le 28 septembre, ça nous laisse un petit peu de temps avec Florence pour constituer nos poules, à la fois sur le niveau, mais aussi d'un point de vue géographique. Donc voilà, on compte sur vous par rapport à ça. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez une question concernant le nombre de joueurs, combien d'équipes je peux faire avec tant de joueurs, est-ce que tu penses que je peux en engager une deuxième? Autant en U7, U9, on peut engager d'un plateau à un autre parce qu'on a toujours des places et ça n'impacte pas sur l'organisation générale du plateau. Mais c'est vrai qu'en U11, vu qu'on est sur des poules avec un nombre, on essaie d'avoir un nombre pair à chaque fois pour ne pas faire d'exemple, voilà, c'est plus compliqué pour bouger. Vous rappelez également sur cette diapo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en aucun cas, nous tolérerons d'équipes entières U9 qui jouent en U11. Vous n'avez droit qu'à 3 joueurs U9 maximum qui sont surclassés en U11. Bien sûr, avec le cachet sur la licence, vous avez comme quoi l'enfant, il n'y a aucune contre-indication à ce qu'il soit surclassé sur la catégorie supérieure. Donc un U9 qui n'a aucun problème médical apparent peut jouer en U11, mais seulement 3 par équipe. Voilà. Donc, si vous avez 6 joueurs, vous pouvez en mettre 3 dans une équipe en U11 et 3 dans une autre équipe en U11 si vous avez plusieurs équipes. Mais on peut faire tourner les joueurs sur chaque journée si vous estimez qu'un enfant U11, par son niveau, sera plus à l'aise sur un terrain à 8. Ça, c'est votre choix et votre intuition. Vous pouvez le faire, mais que 3 maximum. Voilà. Concernant ce que je vous ai parlé tout à l'heure, hein, c'est juste pour mettre un visuel sur ce que je faisais sur des mots. La phase 1, septembre à décembre, 4 niveaux d'engagement. Il y aura 2, 3 poules de 6. On va voir comment on s'organise en fonction, surtout. Il va falloir que je m'adapte en fonction des engagements. Mais quoi qu'il arrive, ce sera la même chose pour tout le monde. Ce sera 5 journées. Je parle que du critérium. 5 journées, un défi jonglerie avant les matchs, plus un match à chaque fois sur la première phase. Et sur la deuxième phase, des poules de 10 avec des matchs simples sur 9 journées, donc 9 journées, avec un défi jonglerie également. Voilà. La rentrée du foot, avant d'aller dans le fonctionnement de la journée du critérium, la rentrée du foot le 21 septembre. Je sais que certains sont déjà inscrits sur des tournois le 14 septembre, il me semble. Peut-être certains ont déjà prévu aussi des choses sur le week-end du 7 septembre.
Mais n'hésitez pas, amusez-vous, rencontrez des clubs, organisez des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, un petit peu comme l'année dernière. L'objectif, c'est que les enfants soient prêts à intégrer le critérium à partir du 28 septembre, notamment sous forme d'interclub. Donc voilà, l'idée c'est vous avez trois équipes d'un club A, vous pouvez les emmener sur un lieu où l'équipe B a trois équipes aussi. Vous pouvez le faire le matin, l'après-midi, il n'y a aucune obligation, aucune contrainte là-dessus. Et par contre, vous essayez de faire des choses un petit peu ludiques. Du foot à 8, oui, certes, mais essayez de sortir un petit peu du quotidien. Est-ce que vont voir les enfants? Du 3-3, du 4-4, du 5-5. Ne faites pas du 11-11, merci. Des quiz, du foot golf, du foot en marchant, un petit quiz PEF, un atelier de dessin éventuellement. Voilà. En tout cas, vous avez mes coordonnées si vous avez besoin d'infos. Je vous ai mis des liens utiles avec quelques idées, voilà, pour mettre en place des choses. N'hésitez pas à les utiliser si vous avez des interrogations par rapport à ça. On revient ensuite, une fois que les U11 la rentrée du foot est passée, lancement du critérium sur 5 journées en match simple. On ne parle pas du challenge pour l'instant, 5 journées. Et attention, là, on va vraiment être attentif. On va avoir une commission qui va être opérationnelle à partir de la fin de la première journée du 28 septembre, qui va vérifier deux choses. À la fois que les matchs se sont bien joués avec le défi réalisé, pied fort, pied faible. Je vous donnerai les objectifs dans la diapo d'après. Le défi doit être fait avant le match, s'il vous plaît, pour qu'il y ait, sous forme un petit peu, que ça serve un petit peu d'échauffement pour les enfants, que la concentration soit au maximal, puisque un défi jonglage qui est fait après le match, l'enfant n'est pas dans le même état physique et surtout psychologique. Un enfant qui a gagné a forcément peut-être un peu plus de chances de remporter son défi jonglage à égal niveau avec l'enfant avec qui il est, puisque un enfant qui vient de perdre, éventuellement, dans le pire des cas, qui s'est mis à pleurer pour essayer de le remobiliser pour effectuer le défi jonglerie, c'est quand même un petit peu plus compliqué à cet âge-là. Donc, je vous demande de faire le défi jonglage en amont du match. Pour ça, il faut bien se coordonner avec notre éducateur sur les horaires. Avec le début du match, on peut commencer à 14 heures le match, mais dans ce cas-là, à 13h45, on attaque le défi jonglage. Ou alors, s'il n'y a pas de match après, on peut commencer le défi jonglage à 14 heures et on attaque le match à 14h15, parce que logiquement, en 15 minutes, le défi jonglage est réalisé. Un match, c'est 2 fois 25 minutes. Et puis, comme vous le voyez en dessous, ça, c'est la grande nouveauté, puisque malheureusement, je ne le fais pas avec plaisir. Mais alors, l'appel tablette obligatoire doit être réalisé. C'est la logique. Sur en U15, en U13, en U15, en U18, même en senior, voire surtout en senior, l'appel tablette est obligatoire, fait par l'arbitre. Donc, je vous demande de le faire. Ce n'est pas être suspicieux sur l'équipe adverse ou quoi que ce soit, mais c'est donner aussi une crédibilité à la pratique. C'est aussi donner aussi un exemple aux enfants d'habitude pour la suite. Donc, je vous demande vraiment de le faire. C'est une obligation, ce n'est pas comme on veut. Et en aucun cas, on dira que Guillaume a dit que ce n'était pas obligatoire. Si, c'est obligatoire. Et la nouveauté, c'est que tout retard de FMI transmis ou non-conformité de la tablette ou de la feuille de match, il y aura, et ça a été voté en comité directeur, 10 euros d'amende ponctionnée sur le compte club du club en question qui doit transmettre la FMI. Donc, il peut y avoir des soucis, je comprends bien, etc. Mais il faut juste vous dire que l'année dernière, il y a eu à peu près une centaine de matchs. C'est énorme en U11, une centaine de matchs où nous n'avions peu ou pas de résultats. Et encore pire, j'allais dire, on n'avait pas d'identification des enfants, c'est-à-dire pas de feuille de match, voilà, ou pas de tablette transmise. Donc, ça fait 3 saisons que je me pose la question. Et là, je suis désolé, mais on doit avoir une rigueur administrative. Vous devez avoir une rigueur administrative là-dessus. Donc, je vous demande de respecter. Vous avez toujours une personne au moins dans votre club qui sait utiliser la tablette. Prenez les devants, anticipez, préparez votre tablette, suivez la procédure d'utilisation de la tablette, de la FMI, de la feuille de match informatisée, et voilà, on sera intransigeant là-dessus, malheureusement.
Et cet argent-là sera reversé sous forme de dotation ou sous forme de récompense pour les clubs qui auront bien bossé sur le défi jonglage. On va réfléchir à ça, mais on se devait de réagir par rapport à ce dysfonctionnement-là, en espérant que ça ne soit pas une mauvaise volonté. Les épreuves de jonglerie. Alors, jonglerie, vous mettez deux joueurs ensemble. En aucun cas, un éducateur prend les joueurs de l'équipe B, de l'équipe adverse et compte les résultats de chaque enfant. Non, c'est hors de question. Vous mettez les enfants, un joueur de l'équipe A, un joueur de l'équipe B ensemble. Ils ont deux essais. Deux essais pour faire 30 pieds forts au niveau 1 et deux essais pour faire 10 pieds faibles au niveau 1. Voilà, vous avez les niveaux en dessous. Niveau 2, niveau 3, c'est 20 pieds forts et 5 pieds faibles. Et niveau 4, c'est 20 pieds forts et 5 pieds faibles également. D'accord? Donc, on peut descendre sur le niveau 4 à 10 pieds forts, hein. Ce sera largement faisable, largement raisonnable. Euh, Inscription du résultat dans la case observation d'après-match du FMI. Vous mettez le nom de l'équipe vainqueur pour que nous, on puisse avoir un suivi là-dessus. Il y aura aussi des récompenses en fonction de la mi-saison et la fin de saison sur le taux d'assiduité des épreuves de jonglerie. Donc, vous mettez les enfants ensemble, un joueur A, un joueur B. Ils font leur manche et en fonction, quand il y a un enfant qui a gagné le pied fort et qui a gagné le pied faible, forcément, vous comptez un point. S'il y a un enfant qui a gagné le pied fort et l'autre enfant a gagné le pied faible, c'est un point chacun. Voilà. Et vous comptez, vous comptabilisez l'ensemble des résultats. Si vous avez des joueurs si vous avez des équipes qui sont impaires, ce que vous faites, c'est que vous faites passer un joueur plusieurs fois. Voilà, tout le monde jongle. Quoi qu'il arrive, tout le monde jongle. Une équipe qui est 10 et l'autre équipe qui est 11, le 10e jonglera deux fois avec le 11e de l'équipe adverse. Voilà. Pour les jongleries, le challenge U11. Alors, trois tours, je vous les ai donnés tout à l'heure. Le 12 octobre pour le premier tour. Alors, vous avez la possibilité, s'il y a comme chaque année, si vous avez des équipes, par exemple, pour certains clubs, vous ne souhaitez pas faire le challenge, vous n'êtes pas obligé à vous engager sur le challenge, mais vous pouvez vous désengager. Si vous voulez vous désengager, il faut absolument me faire un mail avant mi-septembre pour que je puisse, parce que dès que les premières journées de Critérium sont lancées, nous, on va enchaîner le tirage au sort du premier tour qui aura lieu le 12 octobre. Donc, une semaine avant, 10 jours avant, début octobre, vous aurez la répartition des challenges. Le 23 novembre, le deuxième tour. Le 1er février, le troisième tour. Et la finale départementale aura lieu le 17 mai 2025. L'appel à la candidature sera fait. Pour cela, il faut, comme vous l'avez vu à Montlouis, deux terrains j'allais dire, d'une bonne qualité, deux terrains à 11 avec un espace en herbe pour éventuellement faire aussi également les finales Challenge U11 féminines sur le même jour. Voilà, donc pour les infos concernant le Challenge U11. La nouveauté également, c'est que la fédération et la ligue lancent une coupe futsal U11 cette année. Qui viendra remplacer la Coupe Futsal U15 et la Coupe Futsal U11. Vous avez les dates. Celle-ci sera organisée et gérée par Alexis Cuvillier, qui est en charge des nouvelles pratiques, notamment le futsal. Donc, le premier tour aura lieu du week-end du 21 et 22 décembre. Le deuxième tour du 11 et 12 janvier 2025. La finale départementale le 30 mars 2025. Et il y aura une finale régionale aussi pour les vainqueurs de finale départementale le 6 avril 2025 puisque, comme je vous l'ai dit, c'est la Ligue qui aussi organise cette Coupe Futsal. Donc, nous, on va assurer la partie départementale et la Ligue organisera et assurera l'organisation de la finale régionale le dimanche 6 avril. La petite particularité, puisqu'on est vraiment, j'allais dire, sur un déficit de créneaux gymnase, une seule équipe par club sera engagée. Voilà. Par contre, pareil, si un club ne souhaite pas faire la coupe futsal, il a la possibilité de se désinscrire par mail à Alexis. Et pareil, on va dire aux alentours d'octobre, de faire un petit mail à Alexis. Sinon, ben, voilà, Alexis prendra toutes les équipes, au moins une équipe par club inscrite sur les critériums. Voilà. Donc, bien sûr, le futsal, ce sera, alors ça fera sûrement des malheureux, mais ce sera une équipe, et une équipe, c'est 5 joueurs plus 3 remplaçants. Je me suis permis de vous faire
un petit topo et des petits conseils sur le début de saison, surtout comment travailler et les notions à retenir sur votre saison U10 U11. Le premier mois sur les 4 facteurs de la performance. Attention sur l'utilisation du mot performance. Mais le premier mois, surtout, c'est l'appropriation des règles du foot à 8, surtout pour les enfants arrivant du 9, puisqu'on a beaucoup d'enfants et aussi des nouveaux, bien sûr. Mais il faut quand même leur expliquer ce que c'est un hors-jeu, comment on fait une touche, comment on fait un 6 mètres aussi, où on doit se tenir, le hors-jeu, les fautes, enfin tout, voilà, les règles de base. Comment travailler techniquement? Voilà, sachez que le ballon doit rester une force et pas une contrainte pour eux. Il faut arriver à transformer un petit peu cette notion. À la fois pour travailler techniquement, il faut du travail individuel et collectif, notamment au poste, c'est-à-dire que vous avez un système de jeu et au moins une notion de 3 lignes en foot à 8. Donc, il faut habituer les enfants. C'est toujours une question d'habitude. Habituer les enfants à travailler avec de certaines convictions et certaines valeurs que vous aurez mis en place. Pour cela, il faut leur montrer, puisque les enfants ont besoin de voir ce que vous attendez d'eux. Il ne faut pas simplement leur dire. Leur donner des notions d'objectifs, de défis techniques aussi, avec tu as tant de ballons, il faut que sur 5 passes, tu en aies réussi au moins 3, 4. À vous d'adapter aussi cette notion d'objectifs et de défis en fonction du niveau de l'enfant. Travailler dans le sens du jeu aussi, essayer de faire un maximum de foot, du foot, mais dans le sens du foot à 8. Au niveau tactique, alors attention à la terminologie, il y a des enfants qui vont peut-être plus s'approprier la notion tactique que d'autres. C'est surtout se placer, se déplacer sur le terrain. Je vous ai mis quelques exemples. Donc voilà, essayez d'aller tranquillement vers ça, mais allez-y crescendo, puisque la partie tactique doit arriver tout au long de la saison, mais vraiment de façon progressive avec les enfants, surtout en fonction du niveau dans lequel vous engagez vos équipes. Au niveau physique, pareil, attention, les pompes, les abdos, les footings, etc., c'est niet, pas à cet âge-là. Mais la notion physique, c'est surtout la notion de donner l'envie de courir à l'enfant. Voilà, un enfant, j'ai mis courir, 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 mais pas n'importe où et n'importe comment. C'est-à-dire qu'un enfant le match il commence et il est à 120% de VMA parce qu'il est en train de courir comme un fou sur son volume disponible et au bout de 3 minutes, il est complètement cuit. Il va falloir essayer d'arriver à les faire observer un petit peu la notion de terrain, la notion de partenaire, le ballon, les adversaires et le but adverse et aussi en prenant en compte aussi son positionnement initial. Donc, essayez voilà, d'être pertinent dans ce que vous allez apprendre à vos enfants sur la notion physique. Ne pas cloisonner l'enfant. N'hésitez pas à les laisser dans une libre expression aussi. Si vous voulez travailler avec des échelles de rythme, des choses comme ça, n'hésitez pas à les faire créer. Voilà, qui créent, qui essayent d'inventer des exercices aussi également. Et comme je vous l'ai dit, courir, courir, c'est l'encourager à être toujours en mouvement. Et puis sur l'aspect mental, alors on n'a pas besoin de préparateur mental ou quoi que ce soit, mais surtout essayer de développer l'attention et la concentration sur une tâche avec un objectif et puis une focalisation sur un objectif. L'objectif, c'est de réaliser et de réussir ce geste, réussir cette frappe, réussir cette passe, réussir cette intervention, réussir cet arrêt pour les gardiens avec un dépassement de soi modéré. C'est-à-dire qu'un enfant, voilà, il vient pour jouer au foot, il s'amuse, mais il vient aussi pour essayer de progresser. Mais pour progresser, il faut avoir envie de progresser et avoir l'envie d'apprendre. Voilà pour ça. N'hésitez pas à me poser des questions quand on se verra ou par téléphone si vous avez des questions là-dessus. Sur la formation des éducateurs. Alors, juste pour vous dire que nous relançons cette année la deuxième saison des certificats fédéraux d'initiateurs. Donc, avec tout cela, le CFI U6-U9, le CFI U10 U13, le CFI U14 U19 et le CFI senior. À cela, on rajoutera le CFI futsal, le CFI accompagnateur d'équipe et le CFI pratique féminine et le CFI arbitrage. Les différents degrés, le CFI, voilà. Beaucoup ont participé au CFI l'année dernière, ça a vraiment été une réussite. Alors, on a eu quelques petits couacs d'organisation, mais je pense que tout devrait rentrer dans l'ordre sur cette saison, puisque c'était une saison de lancement l'année dernière. Donc, c'est tous les anciens modules qui basculent en CFI.
Et vous avez un petit peu les notions sur lesquelles vous allez pouvoir apprendre et découvrir sur les différents domaines. Le CFI, le certificat fédéral d'initiateur, on est sur organiser, animer, analyser avec des séances qui sont clés en main. Le diplôme fédéral, on est sur un niveau au-dessus entre ici et la Ligue. Organiser, animer, concevoir en plus, analyser avec des procédés clés en main, des possibilités de concevoir des séances. Et le BMF, qui est un diplôme, le brevet de moniteur de football, où là, on est vraiment sur une saison complète, où là, on a déjà nos différentes promotions qui ont attaqué, les apprentis et les BMF 6 semaines. Pour mettre des dates sur des dénominations de CFI, vous voyez que cette année, on a déjà positionné 3 dates sur le CFI U6 U9, qui aura lieu à Saint-Martin-le-Beau, à Zell-Rideau et Chanceau. 3 dates sur le U10 U13, qui auront lieu à Mont, Monet et la OCC, Chinon, ou Avoine, on va voir. Et 2 modules, 2 CFI sur le U14 U19 à Neuville-le-Roi et Loches, un module senior joué portugais, et un CFI gardien de but comme l'année dernière, sur BIB départemental, Montrichard et Lacroix en Touraine, puisqu'on est avec nos collègues du 41 du Loir-et-Cher, on mutualise les moyens. Donc, tout cela, ces dates-là, ce sont des dates, il y a 2 jours à chaque fois, donc ce sont 2 fois 6 heures, où vous êtes à la fois sur du travail un petit peu théorique, où on échange sur les travaux de groupe, et après aussi sur une partie de terrain. Voilà, les inscriptions sont ouvertes. N'hésitez pas sur Portail Bleu à demander à votre club de pouvoir vous inscrire, puisque vous pouvez désormais vous inscrire, sachant que à chaque fois, entre les 2 dates de CFI, là par exemple à Saint-Martin-le-Beau, 23 octobre, 20 novembre, entre les deux, il y a un petit travail à faire à la fois en club et aussi sur l'ordinateur, puisque vous avez des capsules à visionner et vous avez un espace qui vous est dédié, qui va vous permettre ben voilà, de continuer à progresser au quotidien en parallèle de la formation que vous suivrez en présentiel. Vous avez voilà, une partie distancielle qui est vraiment très, 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 très bénéfique. Voilà. Vous dire aussi que l'équivalence continue sur les différents modules qui ont été passés, les anciens CFF il y a 2 ans en arrière, vous donne une équivalence de CFI certifiée. Voilà. Aujourd'hui, il y en a certains qui avaient déjà des CFF2 ou CFF3 et on va organiser, comme l'année dernière avec Alexis, une journée de formation complémentaire pour ceux qui ont le CFF2 ou le CFF3. Donc, anciennement, module U7, pardon, module U11, U13 et module U15, U17, U19, en venant passer une journée complémentaire, donc on la fera au district, certainement, il faut que, hop, je vous la remets. Pardon, la journée complémentaire aura lieu à Zell-Rideau le 4 décembre et la journée DF senior aura lieu le 7 décembre au district, une avec Alexis, une avec moi-même. Et ces journées-là vous permettent, en ayant déjà obtenu CFF2, CFF3, plus cette journée, d'obtenir le DF, le diplôme fédéral coach jeune ou le DF coach senior. Voilà, nous allons effectuer des relances sur les personnes déjà diplômées de CFF2, CFF3 afin de les inviter sur ces journées-là, sur les inscriptions. Vous avez également, alors là, on est plus sur la formation professionnelle pour les personnes de niveau formation continue, niveau 4 et 5. Donc, ce sont les personnes qui sont concernées par le BMF, le BEF, qui l'ont passé il y a 3 ans. Il y a différentes sessions pour ces personnes-là, puisqu'ils ont un devoir de recyclage. Donc, vous pouvez prendre en compte ces dates-là qui sont disponibles sur le site de la Ligue via votre compte FFF ou Portail Bleu pour pouvoir vous inscrire. Mais voilà, ces dates ont été diffusées par la Ligue. Et vous avez également la formation initiale en arbitrage, parce que souvent, j'oublie tout le temps de la mettre, mais c'est vrai que ce sont des dates qui sont assez importantes, puisque on a déjà 3 dates dans chaque département, 28 septembre, 5 octobre et 12 décembre, où ce sont pour les personnes, les jeunes et moins jeunes, hein, mineurs, majeurs, qui souhaitent se lancer dans l'arbitrage. Voilà, donc vous pouvez aussi contacter l'IR2F ou nous aussi au niveau du district, contacter Valentin Danseau, qui est le conseiller technique en charge de l'arbitrage sur cette formation initiale-là. Voilà, vous rappelez la démarche à réaliser au niveau du label également, pardon, excusez-moi, la démarche du label comme l'année dernière. Premier objectif, c'est renseigner la structuration, l'organisation du club, tous les membres du club, voilà, éducateurs, dirigeants et comité directeur dans l'espace Foot Club. Ensuite, vous allez pouvoir, alors je vous le conseille, mais le projet club, remplir son autodiagnostic, il faut au moins attendre, j'allais dire, les vacances de la Toussaint
Pourquoi, enfin, ou fin octobre, une fois que toutes les licences sont rentrées, pour que vos chiffres qui vont sortir soient le plus réalistes possible. Si vous commencez à remplir l'autodiagnostic maintenant, les chiffres vont un petit peu être tronqués puisque vous n'avez pas engagé vos équipes, vous n'avez pas encore engagé tous vos licenciés, donc il y a des chiffres qui sortent sur la fidélisation, notre activité, etc. Ils ne seront pas légitimes par rapport à la saison dernière. Donc attendez un petit peu, mais pour le label, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir clôturer le dossier. Certains ont l'habitude, mais clôturer le dossier avant le 15 septembre 2024. Donc, il ne faut pas attendre le 10 décembre pour commencer à remplir l'autodiagnostic. De toute façon, je vais organiser une réunion avec les clubs qui souhaitent se lancer dans l'outil d'autodiagnostic, pas le label, mais l'outil d'autodiagnostic au mois d'octobre pour qu'on puisse faire un petit état des lieux. Il y a des clubs aussi qui sont au renouvellement de label. Donc voilà, attention à ça. Si vous avez des questions sur la notion de label Projet Club, n'hésitez pas à me contacter, puisque après, derrière, ça découle sur un accompagnement et une évaluation et ou évaluation du club. Le challenge PEF, comme d'habitude, je pense que beaucoup vont récupérer des services civiques, ont recruté des services civiques. Le PEF, on va relancer la notion du PEF comme l'année dernière, avec des objectifs de 2 actions par mois, des bons d'achat accessoires de match, et avec une obligation par les services civiques sur l'agrément collectif du district de les mettre en place. Je vous ai mis le même topo que l'année dernière. Si vous souhaitez faire des réunions de début de saison avec les parents, vous avez tout le listing de ce que vous pouvez proposer et ce qui vous permet de vous en servir comme trame là-dessus. Donc n'hésitez pas à reprendre si vous le souhaitez ou non, mais un cadre bien défini en début de saison peut vous permettre non pas d'éviter tous les problèmes, mais au moins d'en anticiper quelques-uns. Et au moins, quand vous avez présenté tout ça aux parents, c'est aussi leur dire, oui, mais on en avait parlé en début de saison et je vous l'avais présenté. Dans la continuité qui va faire lien avec tout ça, je vous ai remis la fameuse diapo avec les différentes, j'allais dire, qualité et ce qu'il y a d'un éducateur ou d'une éducatrice au sein de sa catégorie et au sein de son club. Donc celle-là, ça fait 3 ans que je la mets, mais je pense qu'elle est toujours utile et elle a lieu d'être présentée. Et ça, c'est la petite nouveauté. Je vous ai créé cette année 2 flyers que vous allez pouvoir éventuellement, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Voilà, moi, je vous le conseille, c'est en tant que parent, je me suis permis de rappeler quelques points essentiels, notamment sur 4 rubriques, en tant que parent au club, en tant que parent aux entraînements, en tant que parent au match plateau et dans la communication et les échanges. Je ne vais pas tous les détailler. Je pourrais vous l'envoyer, vous pourrez le reprendre, vous pourrez remettre le logo du club. Si vous en avez besoin, je vous l'envoie avec grand plaisir, hein. Je n'ai pas le brevet sur là-dessus, hein. Je l'ai conçu ça, mais en espérant que cela puisse vous servir et que ça puisse aussi cadrer quelques petites choses. C'est en lien avec le document parent que je vous ai dit tout à l'heure sur la réunion de début de saison. Mais vous pouvez mettre le logo de votre club et puis faire signer, pourquoi pas, un endroit par le parent ou faire des petits flyers, le réduire en termes de taille et puis le donner à tous les parents avec la licence ou en début de saison sur le premier entraînement, histoire de pouvoir vous acquitter d'un certain nombre de potentiels problèmes derrière. Et je me suis permis aussi de le faire pour les éducateurs. Si vous avez des nouveaux éducateurs ou des jeunes, ou ça peut aussi vous servir à vous, je me suis permis en tant qu'éducateur sur les 4, puisque ça reste, je pense, utile et nécessaire de pouvoir vous rappeler les différents points essentiels du droit et devoir d'un éducateur, hein, sur autant en club qu'en match. Voilà. Moi, je vous rappelle juste ce point-là. Mon image et celle de mon club sont en jeu. Voilà. Vous avez un devoir aussi d'image auprès de votre club. Et puis, voilà, vous aussi. On préfère avoir des personnes passionnées, comme je l'ai mis en bas. Pour être éducateur, il faut être passionné. Cette passion doit se transmettre à travers la bienveillance et des compétences aussi. Parce que les enfants attendent aussi qu'on puisse leur apprendre des choses. Et souvent, les enfants sont en admiration pour leur coach, pour leur éducateur. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment arriver à être mesuré, à être bienveillant et être sur la retenue de temps en temps et réfléchir avant d'agir. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour cette présentation. J'espère que j'ai été complet. J'ai peut-être pu oublier quelques points essentiels auxquels vous aurez voulu que je réponde, mais vous avez mes coordonnées en bas de cette diapo. Vous n'hésitez pas à m'appeler. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite un bon début de saison.
Et puis on reste en contact, n'hésitez pas. Et surtout, faites-vous plaisir et donnez du plaisir à vos enfants. Voilà. Bonne journée, à très bientôt.